Le matin s'étirait comme une étoffe humide sur les vignes de Bordeaux. La brume avait cette manière de tout rendre silencieux, de mettre une gaze sur les choses trop nettes, trop vraies. Du haut de la terrasse, on ne voyait plus les rangs de ceps que par fragments, comme si la terre elle-même hésitait à se montrer. Je marchais lentement, en prenant appui sur la rampe de pierre froide. On m'appelait encore dans le village Madame Beaulieu, avec cette politesse qui n'est pas toujours du respect, parfois seulement une habitude. À 62 ans, je portais des gestes de reine sans couronne, une tenue sobre, impeccable, et sous les manches, les mains marquées par les saisons, les sarments, les caisses soulevées à l'aube. Personne ne sait vraiment ce que coûte la beauté d'un vin. On n'en voit que la robe. Depuis la mort de mon mari, le château sonnait creux. Ce n'était pas seulement l'absence, c'était un déplacement. Les pas n'avaient plus la même gravité. Les portes pourtant grinçaient pareil. Les horloges continuaient, mais elles n'avaient plus d'interlocuteur. Je descendis vers le chai. La pierre calcaire gardait une fraîcheur de cathédrale. Là, tout avait une odeur de patience. Le bois, la lie, les vieux tissus, la poussière fine des ans. Les barriques alignées ressemblaient à des corps endormis. Je passais la main sur l'une d'elles, comme on caresse un animal qu'on a élevé. Au fond, sur une étagère, il y avait l'objet que je ne laissais jamais loin de moi, un sablier, le sien. Un verre simple, sans luxe, mais d'une transparence presque insolente. Je l'avais retrouvé le lendemain de l'enterrement, posé sur son bureau, comme s'il avait attendu que je sois enfin seule pour me parler. Il m'avait dit un jour, en riant à moitié, « Quand tu n'arriveras plus à supporter les hommes, retourne-le. Ça te donnera 1 minute de plus pour ne pas répondre. » Je le pris. Le sable coulait déjà, ou peut-être coulait-il depuis des semaines. Je le retournais, le bruit minuscule, et pourtant, dans le silence du chai, cela résonna comme un serment. Je pensais que je venais pour lui, pour honorer, pour tenir. Et puis, comme souvent, la réalité s'invita sans frapper. Au-dessus, dans le grand salon, j'entendis des voix, trop sûres, trop rapides. Les voix de mes enfants. Julien et Claire. Ils ne parlaient pas à moi, pas encore. Ils parlaient de moi, comme on parle d'un détail de succession, d'un élément de décor qu'on déplace pour dégager une vue. Je montais sans me presser. Chaque marche me donnait le temps de respirer, d'anticiper la forme de la phrase qui allait me blesser. Dans le couloir, les portraits de famille avaient ce regard fixe des gens qui ont cru que le nom suffisait. La porte du salon était entr'ouverte. J'aperçus Julien, debout près de la cheminée, téléphone à la main, le menton légèrement levé. Il avait pris la silhouette de son père, sans la douceur. Claire était assise, jambes croisées, un sourire brillant comme un vernis. Sur la table basse, des dossiers, des plans, des chiffres, du papier qui prétendait remplacer la terre. « Il faut décider vite », disait Julien. « Le groupe est prêt. Ils reprennent, ils modernisent, ils ouvrent le marché asiatique. C'est une chance. On ne peut pas laisser l'émotion bloquer la stratégie. » Claire soupira comme si la vie l'ennuyait. Et puis, maman, elle ne peut pas porter ça seule. Elle se fatigue. Ce serait presque cruel de la laisser continuer. Cruel. Voilà le mot qu'on vous jette pour vous faire accepter l'inacceptable. Je poussai la porte. Ils se tournèrent vers moi d'un même mouvement, synchronisés, comme s'ils avaient répété. 2 sourires, 2 attentions trop propres. « Ah, maman !» fit Julien, en avançant déjà un dossier vers moi. « Justement, on voulait te parler. » Je sentis alors, avec une précision presque clinique, que ce jour n'était pas un jour de deuil. C'était un jour de prise. Julien posa la main sur ma manche, geste doux, geste de fils, mais la pression était calculée. On a préparé quelque chose pour te protéger, pour te soulager. Une simple délégation de gestion, temporaire. Rien d'inquiétant, juste de la prudence. Je baissai les yeux sur la couverture du dossier. Les mots étaient élégants, administratifs, inoffensifs en apparence. Mon nom y était imprimé comme sur une étiquette. Derrière eux, à travers la fenêtre, la brume avalait lentement les vignes, comme si le paysage lui-même retenait son souffle. Je tins le sablier dans la poche de mon manteau. Je le sentais contre ma paume, froid, lisse, et j'eus envie soudain de le retourner encore, pour gagner 1 minute, une seule, celle où l'on choisit de ne pas répondre comme on vous l'impose. Je relevai la tête. « Explique-moi », dis-je, calmement. Et dans les yeux de Julien, je vis passer quelque chose de bref, une impatience, une faim,
comme un reflet sur du verre juste avant qu'il ne se brise. Julien s'assit comme on s'installe dans un rôle. Il prit le dossier à deux mains, avec cette gravité qu'on réserve aux annonces importantes et qui sert surtout à faire taire les objections. Claire, elle, resta près de la fenêtre, le dos à moitié tourné, comme si la vue des vignes lui donnait un alibi de nostalgie. « C'est très simple, dit Julien. Tu signes et nous on gère à ta place, le temps que tu te reposes, pour éviter les erreurs, pour éviter les gens qui profitent. » Je regardais la première page. Les phrases étaient longues, impeccables, pleines de mots qui glissaient. Délégation, mandat, représentation, protection. On aurait dit une prière froide. « Et si je ne signe pas ?» demandai-je. Il eut un petit rire, presque tendre. « Mais pourquoi tu dirais non? Ça ne change rien à ton amour pour papa, ça ne change rien au château. Ça sécurise, c'est tout. » Claire se retourna enfin. Son sourire était un miroir bien poli. « Maman, tu as toujours été forte. Justement, laisse-nous être forts pour toi, maintenant. » Cette phrase, je l'avais déjà entendue, ailleurs, autrement. Quand j'étais jeune, dans les hôpitaux, pendant mes études de biochimie, on disait aux familles « Laissez-nous faire, c'est pour son bien. » Et parfois, derrière, il y avait la fatigue, l'organisation, la rentabilité. On appelle cela l'efficacité, jamais la cruauté. Je passais le doigt sur la ligne où mon nom apparaissait. La plume de mon stylo attendait, posée près du dossier comme un animal dressé. « Lis sa voix haute, dis-je à Julien. Les passages importants. Je veux entendre. » Il cligna des yeux surpris. Peut-être avait-il imaginé une signature rapide, un geste maternel, automatique. Il recommença, mais plus lentement, en prenant un ton de notaire improvisé. « Madame Madeleine Beaulieu autorise Monsieur Julien Beaulieu à la représenter dans toute décision relative à la société, au domaine, à la marque, au droit de vote, aux cessions, aux accords commerciaux. » Ma main se crispa légèrement. Les mots droit de vote se plantèrent dans ma tête comme un clou. « Continue, dis-je. » Il avala sa salive. Dans le cadre de la sauvegarde de ses intérêts, de sa santé, elle renonce temporairement à l'exercice direct. Renoncer. Temporairement. Ce sont deux mots qui, ensemble, font croire à une sortie de secours. Mais je connaissais les couloirs administratifs. Temporaire devient souvent permanent quand ceux qui profitent du temporaire s'y habituent. Je levai les yeux vers lui. « Qui a rédigé ça ? » « Un cabinet, » répondit-il trop vite. « Recommandé. Très sérieux. Ils font ça pour des familles comme la nôtre. » Comme la nôtre. Je sentis une chaleur monter dans ma poitrine. Pas de colère, plutôt une lucidité douloureuse. Nous n'étions plus une famille, nous étions un dossier. Claire s'approcha, posa sa main sur mon épaule. Son parfum était cher et sans âme. « On ne veut pas te blesser, maman. On veut éviter le chaos, les journalistes, les rumeurs. Tu sais comment ils sont. Dès qu'il y a une succession, ils flairent. » Je regardais par la fenêtre. La brume s'était un peu levée. On distinguait mieux les rangs de vignes, alignés dociles. Et je pensais soudain à mon mari, à sa manière de marcher entre ces rangs, lentement, comme s'il saluait chaque cep. Il disait ici, on ne possède rien, on garde, on transmet. Transmettre. Ce mot, mes enfants le prononçaient comme on prononce vendre. Julien glissa le stylo vers moi. Maman, fais-le pour nous. Pour préserver tout ça, fais-le pour nous. Voilà le vrai titre du document. Je pris le stylo. Je le tournai entre mes doigts. Le métal était froid. Je remarquais avec une précision absurde une petite tache d'encre sur la table, comme une goutte déjà versée. Dans ma poche, le sablier pesait. Je le touchais du bout des doigts, comme pour me rappeler que le temps n'était pas seulement ce qui passe, mais ce qu'on choisit de faire de ce qui reste. « Je vais signer, » dis-je. Leurs visages s'éclairèrent, trop vite. Une seconde, ils laissèrent tomber le masque. Julien eut ce soulagement du chasseur qui voit le piège se refermer. Claire eut ce sourire de femme qui pense avoir eu raison avant même le verdict. Je posai la pointe sur le papier, puis je m'arrêtai. « Mais pas comme ça, » ajoutai-je. Julien se figea. « Comment ça ?» Je relevai la tête doucement. « Je vais demander une copie complète. Je veux aussi un rendez-vous avec le notaire de la famille et je veux que tout soit relu devant témoins. » Un silence. L'air se tendit comme une corde. Julien tenta de garder sa voix douce, mais elle se fendit sur un bord tranchant. « Pourquoi tu compliques ? C'est inutile. »« Parce que c'est ma vie, » dis-je simplement. « Parce que ce domaine, ce n'est pas un jeu, et parce que tu viens de prononcer un mot que je n'aime pas, renoncer. » Claire soupira, agacée malgré elle. «
Maman, tu te fais des idées. Je la regardais. Non, Claire, je me fais des preuves. Julien reprit le stylo, le posa plus fermement, comme une injonction. On n'a pas le temps. Le groupe attend. Ils veulent une réponse cette semaine. Cette semaine. Voilà la précipitation. Voilà l'urgence fabriquée pour empêcher la pensée. Je souris, très légèrement, sans chaleur. Alors ils attendront encore un peu. Et tandis que je refermais le dossier, je compris quelque chose d'effrayant et de clair. Ce n'était pas un simple document. C'était une porte. Et derrière, une autre maison m'attendait. Une maison où je n'aurais plus de clé. Cette nuit-là, je ne dormis presque pas. Le château respirait comme un animal trop grand, avec ses craquements lents, ses soupirs de tuyauterie, ses volets qui frémissaient sous le vent. Dans ma chambre, tout semblait à sa place, et pourtant je sentais un désordre nouveau, invisible, comme si l'air avait changé de propriétaire. Je sortis avant l'aube, par habitude, par instinct, et parce que, quand on vous pousse vers une porte, il faut parfois descendre à la cave pour se souvenir d'où l'on vient. Le couloir menant à l'ancien laboratoire était étroit, plus bas de plafond. Mon mari l'appelait la pièce des caprices, avec un rire tendre. Il prétendait que je jouais à l'alchimiste. La vérité, c'est que je jouais à survivre, à conserver dans des flacons et des carnets une part de nous qui ne pouvait pas être vendue. J'allumai la lampe. Une lumière jaune, discrète, révéla les étagères, les verres gradués, les vieux microscopes, les boîtes de pétri rangées comme des souvenirs. L'odeur ici n'était pas celle du chai, c'était plus sec, plus minéral, une odeur d'alcool pur, de papier, de métal. Sur la table centrale, il y avait encore le sablier. Je l'avais posé là la veille, sans m'en rendre compte. Je le retournais. Le sable se mit à couler avec une lenteur qui ressemblait à une décision. Je tirai un tiroir. Mes carnets apparurent reliés de cuir, tachés de vin et de vie. Chaque page était un dialogue avec la matière. Température, durée, levure, courbe, erreur, réussite. Et, entre deux colonnes de chiffres, parfois une phrase, presque intime. Ne pas oublier que le vin écoute. J'étais biochimiste, oui, mais je n'avais jamais séparé la science de la tendresse. La fermentation, pour moi, n'était pas une usine, c'était une conversation, une lutte douce entre le vivant et le temps. Je pris le classeur rouge, celui que je n'ouvrais qu'avec les mains propres. À l'intérieur, le cœur du secret. Une méthode de fermentation naturelle, sans sulfites ajoutés, basée sur une sélection de levures indigènes stabilisées par un protocole précis, patient, presque cérémoniel. 2 ans de travail silencieux, la nuit, pendant que les autres dormaient et que mon mari se remettait à peine de ses maladies. Je l'avais fait pour sauver notre nom. Mais aussi pour lui offrir un dernier miracle. Je posais la main sur la page où j'avais écrit « Procédé final validé » et c'est là que je vis. Un détail, au début si petit qu'il aurait pu être un hasard, une feuille déplacée, un coin froissé, puis une autre. Et cette sensation immédiate, viscérale, que quelqu'un avait touché ce qui ne lui appartenait pas. Je parcourus le carnet. Certaines pages n'étaient plus dans l'ordre. Une photo manquait, celle où l'on voyait, en gros plan, la courbe d'acidité du lot témoin. À la place, un vide, une absence nette, chirurgicale. Je restais immobile. Dans le silence du laboratoire, j'entendis mon propre sang battre contre mes tempes. Ce n'était plus seulement une histoire de signature. Ce n'était même plus seulement une histoire d'héritage. Quelqu'un avait fouillé mon travail. Quelqu'un avait pris. Je refermais le classeur doucement comme on ferme les yeux d'un mort. Puis je me levai et j'ouvris l'armoire métallique où je gardais les copies. Mes mains ne tremblaient pas. Pas encore. Là, tout était intact. Double, date, enveloppe scellée et tout au fond, un accusé de réception soigneusement plié. Je le dépliais. INPI. 2 ans plus tôt. Mon nom, mon procédé, mon dépôt. Je sentis une respiration sortir de moi, lente, presque un rire sans joie. Il pouvait me retirer des clés, me priver d'un bureau, me pousser vers une chaise au bout d'une table. Mais il ne pouvait pas effacer la preuve que j'avais anticipée. Je retournai le sablier encore une fois. Cette fois, ce n'était pas pour gagner une minute avant de répondre. C'était pour mesurer combien de temps il me restait avant de rendre le coup. Le dîner parisien avait lieu dans un hôtel particulier du 7 arrondissement, derrière une façade discrète que seuls reconnaissent ceux qui savent déjà. À l'intérieur, tout brillait sans chaleur. Les verres trop fins, l'argenterie alignée comme une armée silencieuse,
les conversations feutrées où chaque mot semblait évalué avant d'être lâché. J'arrivais avec quelques minutes de retard, volontairement, le genre de retard qui n'est pas une faute, mais un avertissement. On me guida vers la salle sans me demander mon nom. On me reconnut, ou plutôt on crut me reconnaître, la veuve, la mère, l'ombre respectable. Julien était déjà debout, entouré d'hommes en costumes sombres et de femmes au sourire calibré. Il parlait avec assurance, gestes larges, voix posée. Il avait cette aisance nouvelle, presque agressive, de ceux qui ont décidé que le monde leur devait quelque chose. « Mesdames et messieurs, disait-il, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère pour la maison Beaulieu. » La maison Beaulieu. Je notais qu'il ne disait plus « la maison de mon père ». Je fus dirigé vers une table sur le côté, pas la table principale, une table secondaire où l'on avait placé d'anciens employés, un fournisseur à la retraite, une cousine éloignée, des gens sans enjeu, invisibles. Je compris alors que l'humiliation n'était pas un accident. Elle était organisée, géométrique, presque élégante. Je m'assis sans protester. Le dossier de la chaise était droit, inconfortable, parfait pour rappeler sa place. Julien continua. Il parla d'innovation, de modernité, de rupture nécessaire avec les méthodes trop émotionnelles du passé. Puis il prononça les mots que je redoutais et attendais à la fois. Nous avons développé un procédé révolutionnaire de fermentation naturelle, sans sulfite ajouté. Développé, nous. Je sentis une chaleur me traverser, lente, brûlante. Sur l'écran derrière lui apparurent des schémas. Mes schémas, simplifiés, nettoyés de toute trace de doute, vidés de leur histoire. Les courbes, les temps de repos, les températures, tout était là, exposé comme un trophée. Les applaudissements furent polis mais nourris. On aime toujours applaudir ce qui semble neuf, surtout quand on croit qu'il est jeune. Julien souriait. Claire, assise non loin de lui, hocha la tête avec fierté, comme si elle assistait à une victoire collective. Aucun d'eux ne me regarda. Le serveur posa devant moi une assiette raffinée, presque ironique. Je ne touchais à rien. Mes mains étaient calmes, mais à l'intérieur, quelque chose se fissurait lentement, comme du verre soumis à une pression invisible. Je me sentis soudain transparente, non pas absente, mais effacée. C'était cela la vraie violence, être là, vivante, et traitée comme un meuble ancien qu'on garde par habitude. À la table principale, un homme demanda « Et cette innovation, elle vient d'où ?» Julien répondit sans hésiter « D'un travail d'équipe, de jeunes talents et d'une vision tournée vers l'avenir. » Vers l'avenir. Pas un mot pour le passé, pas un mot pour celle qui l'avait rendu possible. Je regardais mes mains, les mêmes qui avaient mesuré, noté, raté, recommencé, les mêmes qui avaient tenu la main de mon mari quand il n'avait plus la force de se lever. Je pensais au sablier, resté dans la cave, au sable qui coulait sans témoin. À cet instant précis, je compris que je ne serais jamais plus humiliée que ce soir-là, et que paradoxalement, c'était une chance. Parce que lorsqu'on vous enlève toute place visible, il ne vous reste plus qu'une chose, la liberté de frapper là où personne ne vous attend. Je relevai la tête. Sur l'écran, mon travail brillait sous un autre nom. Et dans ce reflet, je vis non pas la fin, mais le début de ma révolte silencieuse. Je quittais Paris sans scène. Pas de larmes publiques, pas de phrases assassines lancées à travers les nappes blanches. Je laissais à Julien le luxe de croire qu'il avait gagné. Dans le train du retour, je regardais défiler les paysages gris, les champs d'hiver, les villages aux toits lourds, et je sentis en moi une autre saison se lever, plus dure, plus lucide. Arrivé au château, je ne descendis pas tout de suite au chai. Je montai d'abord dans mon ancien bureau, celui où mon mari signait autrefois les courriers importants. Les dossiers y avaient déjà changé de place. Un détail, mais révélateur. Le fauteuil était légèrement déplacé, comme si quelqu'un s'y était assis en mon absence. Je ne touchais à rien. Je pris simplement une enveloppe et j'écrivis un nom, à l'encre noire, Maître Renaud Lestang. Renaud, mon ami d'autrefois. Nous avions étudié dans la même époque où l'on croyait encore que la raison pouvait sauver les êtres. Il était devenu avocat, puis il avait quitté le tumulte des palais pour vivre dans un village, entre un jardin et des livres. Un retraité, oui, mais avec une mémoire redoutable et une éthique intacte. Je l'appelais. Sa voix, au téléphone, avait gardé cette lenteur qui oblige à penser avant de parler. « Madeleine », dit-il, comme si mon prénom portait tout le poids du temps. « Je t'attendais. »
Je restais silencieuse une seconde. Je crois qu'on est en train de me dépouiller sans bruit. Il ne s'indigna pas. Il ne me consola pas. Il posa une question, nette. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait signer? Je n'ai pas signé, répondis-je. Mais ils tentent, et ils ont utilisé mon travail. Publiquement, je l'entendis respirer, puis vient demain, avec tout. Le lendemain, je pris la route. Son village était 1 heure, à travers des petites routes où les vignes laissaient place à des bois nus. Chez lui, rien d'ostentatoire. Une maison basse, des murs clairs, une odeur de feu de cheminée. Sur la table, il avait déjà posé le code civil, des recueils de jurisprudence et un carnet à spirale comme au temps de nos examens. Je déposais devant lui la copie du dossier de protection que Julien voulait me faire signer, les courriels, les brochures du cabinet et surtout le dossier INPI, plié avec soin. Renaud mit ses lunettes, lut sans parler. Ses yeux ne trahissaient rien, mais ses doigts, eux, tapotaient parfois le papier comme s'ils comptaient les mensonges. Délégation de gestion, renonciation au droit de vote, représentation pour cession, murmura-t-il enfin. Ce n'est pas une protection, c'est une prise de contrôle. Je hochai la tête. Il l'appelle prudence. On appelle toujours ça prudence, répondit-il, comme on appelle amour le besoin de posséder. Il prit ensuite mon dépôt INPI, le feuilleta, et pour la première fois, un très léger sourire apparut. Pas un sourire de joie, un sourire de stratège. 2 ans, dit-il. Tu as bien fait. Là, tu as un socle. Je sortis alors mes carnets, les pages annotées, datées, les protocoles, les essais ratés, les lots comparatifs, tout ce qui prouvait que l'idée n'était pas née dans une réunion de jeunes cadres à Paris. Renaud posa la main sur le code civil. On va travailler sur 2 axes, dit-il calmement. D'abord, ta propriété intellectuelle, ton procédé, ton antériorité, ton dépôt, tes preuves. Ensuite, la manœuvre, ce qu'il tente de te faire signer. Si on arrive à démontrer le dol, la tromperie, l'intention de te priver de tes droits, alors tout ce qui en découle devient contestable. Il leva les yeux vers moi. Mais il faudra être patiente et très froide. Je regardais la fenêtre. Dehors, le jardin était dépouillé mais vivant. Je peux être froide, dis-je. J'ai appris dans les laboratoires et dans les familles. Renaud referma le code civil avec un bruit sec. Alors, dit-il, on va leur rappeler une chose que les héritiers oublient trop vite. On ne transmet pas seulement des pierres, on transmet des preuves. Sur le chemin du retour, je sentis pour la première fois depuis Paris une forme de calme. Pas du soulagement, plutôt une direction. Et dans ma poche, comme un talisman silencieux, je sentais le poids du sablier. Le temps coulait toujours. Mais désormais, c'était moi qui décidais où le regarder tomber. Je ne leur annonçais rien. Je ne fis pas de grands discours, pas de menaces. Au château, je repris ma place de femme calme, presque effacée. Je saluais, je faisais semblant de me fatiguer, je laissais Julien croire que la scène parisienne m'avait brisé comme il l'espérait. Il y a une manière de se taire qui ressemble à un renoncement et qui n'est, en réalité, qu'une préparation. Le domaine entrait dans une période cruciale. Julien avait signé, sans moi, des pré-contrats d'exportation. Un gros lot, le plus symbolique, devait partir dans 3 semaines. Il en parlait comme d'un couronnement. Il répétait le chiffre comme une prière. Ce sera notre retour, notre renaissance. Notre. Toujours ce mot. Je descendis au chai un matin où la brume était si épaisse qu'on aurait dit que les vignes avaient disparu. Dans la pénombre, les barriques semblaient respirer. Je connaissais chacune d'elles. Je savais où le bois avait été acheté, quelle chauffe, quelle porosité. Je savais aussi que le vin, malgré sa noblesse, restait fragile. Il suffit d'une nuance, d'un déséquilibre infime pour que l'âme se retire. Je portais des gants fins, pas par peur d'être reconnu, par respect. Ce que j'allais faire n'était pas une vengeance sale, c'était une leçon écrite dans la langue du vin. Dans mon ancien laboratoire, je préparais tout avec la précision d'autrefois. Des levures indigènes, oui, mais choisies. Pas celles qui font chanter, celles qui fatiguent, celles qui donnent une rondeur trompeuse au début, puis laissent une finale courte, plate, sans profondeur. Rien de toxique, rien de spectaculaire, juste le contraire du vivant. Je retournai le sablier. Le sable coula. 1 minute pour respirer. 1 minute pour ne pas écouter cette petite voix qui parfois nous dit « Ce sont tes enfants. Ne fais pas. » Je pensais à Paris, à mon nom absent, à mon travail exposé comme un vol mondain.
Je pensais à cette chaise au bout de la salle, comme si j'étais déjà un meuble qu'on vend avec le château. Alors je fis ce que j'avais à faire. Le lot qu'ils avaient baptisé la cuvée du renouveau reposait dans une cuve inox, prêt à être assemblé, ajusté, puis mis en bouteille. Julien avait donné des consignes strictes aux techniciens. Il contrôlait tout, sauf ce qu'il ne savait pas regarder. Je profitais d'un moment de passage. Les hommes étaient partis charger les palettes. Le bruit des machines couvrait presque tout. Je connaissais les codes, les serrures, les habitudes. J'avais vécu ici 40 ans. La clandestinité dans sa propre maison est une chose étrange. Elle vous rend à la fois légère et monstrueusement lucide. J'ouvris une trappe, versai la préparation en quantité infime, calculée pour ne pas déclencher d'alarme. Puis je refermais, je nettoyais, je remis tout en place. Il n'y eut pas de frisson hollywoodien, pas de musique, pas de regard caméra, seulement, dans le silence revenu, le vin qui reprenait sa lente trajectoire légèrement déviée. Je remontai au salon. Claire était là, téléphone à la main, parlant de Paris, de relations, de photographie, de tout ce qui brille. Julien entra, pressé, exalté. « Maman, dit-il, comme on s'adresse à quelqu'un qu'on croit déjà dompté, tu verras, bientôt on n'aura plus à se justifier. » Je le regardais. Son visage avait la beauté froide des gens qui n'ont pas encore payé. Je répondis doucement, « Je suis sûre que tu auras ce que tu mérites, Julien. » Il sourit, persuadé que je parlais de réussite. Il ne comprit pas que parfois, la phrase la plus douce est celle qui annonce la chute. Ce soir-là, dans ma chambre, je pris le sablier. Je le retournai une dernière fois pour la journée. Le sable descendait, tranquille, et je compris que ma révolte n'était pas un cri. C'était un sabotage élégant, destiné à révéler devant tous ce qu'ils avaient vraiment dans le cœur. Non pas un amour filial, mais un vide prêt à accuser. Le grand jury européen se tenait cette année-là dans une salle de dégustation près de Bordeaux, un lieu qui ressemblait à un théâtre sans rideaux, table blanche, crachoirs alignés, lumière froide pour ne pas tricher avec les couleurs. On n'y venait pas pour être aimé, on y venait pour être jugé. Julien avait insisté pour que toute l'équipe soit présente. Il voulait des témoins, il voulait des photos, il voulait la scène. Depuis des semaines, il répétait que ce lot d'exportation serait la preuve. La preuve qu'il était l'homme de la maison Beaulieu. La preuve qu'il avait su moderniser sans trahir. Je me tins à l'écart, au début. Je portais une robe noire simple, bien coupée. Rien d'ostentatoire, mais une élégance ancienne qui ne cherche pas à séduire. Au cou, une fine chaîne. Et dans mon sac, enveloppé dans un tissu, le sablier de mon mari comme un poids discret. Les experts s'installèrent, on servit les verres, on numérota les échantillons. La salle devint presque muette, traversée seulement par des respirations et le frottement des stylos sur les fiches. Le vin, ici, était un langage. Un mensonge se détecte, un vide aussi. Quand arriva l'échantillon de Julien, je vis son corps se raidir légèrement. Il souriait encore, mais ses yeux cherchaient déjà les signes de l'approbation. Les jurés tournèrent le vin, le sentirent, prirent une gorgée. Longue pause, puis un murmure, presque imperceptible, un froncement de sourcils, un regard échangé. Le premier commentaire tomba comme une lame douce. Correct, mais sans relief. Un autre ajouta, plus précis, une attaque prometteuse, puis une chute, une finale courte, comme si l'intention s'arrêtait avant la fin. Julien rit, trop fort. « C'est une question de style, répondit-il. On vise un profil accessible international. » Le président du jury, un homme au visage fermé, nota sans lever la tête. Accessible ne veut pas dire vide. Vide, le mot se posa au centre de la salle et tout le monde l'entendit. Julien blanchit. Sa voix changea. Elle devint plus dure, plus pressée. On a suivi les protocoles. Il n'y a aucune raison. C'est forcément une erreur en chai. Il se tourna vers ses techniciens comme un chef qui cherche un coupable déjà prêt. « Vous avez fait quoi? Vous avez respecté les consignes ?» Les hommes se regardèrent gênés. L'un balbutia. « On a fait comme d'habitude, monsieur. Les contrôles sont bons. » Julien frappa du plat de la main sur la table. Un bruit sec, indécent dans cette salle de silence. Quelqu'un a saboté. Le mot était lâché. Enfin, saboté. Et c'est là que pour la première fois, il posa les yeux sur moi. Un regard rapide, presque accusateur, comme si son esprit avait besoin d'une figure à punir pour ne pas s'effondrer. Je me levai. Ce fut un mouvement simple, mais je sentis l'air changer. Les chaises cessèrent de grincer.
Les murmures s'éteignirent. J'avançai lentement jusqu'au bord de la table principale. Julien eut un rictus. « Tu es contente, maman ?» murmura-t-il assez fort pour que plusieurs entendent. « C'est ça ton cadeau, me ridiculiser ?» Je ne répondis pas tout de suite. Je sortis de mon sac le sablier. Je le posai sur la table, au milieu des fiches de dégustation. Le verre attrapa la lumière, et un instant, il sembla que toute la salle regardait cet objet plus que nos visages. « Je ne suis pas venu pour te ridiculiser, dis-je enfin d'une voix calme. Je suis venu pour te regarder. » Il ricana. « Regarder quoi ?» Je le fixai. « Regarder jusqu'où tu iras pour sauver ton orgueil. » Un juré demanda, surpris, « Madame, vous êtes… » Julien répondit à ma place, avec une impatience méprisante. « Ma mère, Madeleine Beaulieu. » « Alors, dit le président, en relevant enfin la tête, vous savez ce que ce vin aurait dû être. » Je pris une inspiration. Je sentis dans ma paume le froid du verre. Et je compris que le vrai spectacle ne venait pas de commencer avec l'échec du lot. Il venait de commencer avec la vérité qui allait suivre. Je laissai le silence s'installer, comme on laisse un vin s'ouvrir dans le verre. Il y avait dans cette salle une fin de scandale, mais surtout une fin de cohérence. Les jurés n'aiment pas les drames, ils aiment les causes. Je posai les deux mains à plat sur la table, près du sablier. Je ne tremblais pas. Je n'étais pas là pour réclamer de la pitié, mais pour déposer un fait. Ce vin aurait dû avoir une âme, dis-je. Pas parce qu'il est Beaulieu, pas parce qu'il a un nom, parce qu'il vient d'un geste précis, d'un procédé précis. Et ce procédé n'appartient pas à celui qui en parle le mieux. Julien s'apprêta à m'interrompre, mais le président du jury leva un doigt, sans violence, avec cette autorité calme des gens qui n'ont rien à vendre. « Laissez-la, dit-il. » Je sortis une enveloppe cartonnée de mon sac. Les coins étaient usés, comme tout ce qu'on a serré trop longtemps par prudence. Je la posai devant moi, puis je l'ouvris lentement. À l'intérieur, des copies, un dépôt, un numéro, une date et surtout un nom. Je les fis glisser vers le président. « INPI », dis-je simplement. « Dépôt effectué il y a 2 ans. Procédé de fermentation naturelle sans sulfite ajouté. Titulaire, Madeleine Beaulieu. » Le papier ne cria pas. Il ne fit pas de bruit spectaculaire. Pourtant, j'eus l'impression que quelque chose se brisait dans l'air, comme une vitre enfin atteinte. Le président prit le document, le lut, puis le passa à sa voisine. Les jurés se penchèrent, murmurèrent, vérifièrent. La salle n'était plus un théâtre, c'était une chambre d'expertise. Julien se raidit. « C'est ridicule, lança-t-il. Tu vas faire ça ici, devant tout le monde ?» Je le regardais, sans colère. « C'est toi qui as choisi ici. À Paris, tu as annoncé ce procédé comme le tien. Tu as choisi la scène. Je ne fais que remettre les noms à leur place. » Claire se leva à son tour, comme piquée. « Maman, tu nous humilies. »« Non, » répondis-je. « Je te rends visible, Claire, visible dans ce que tu as accepté. » Elle resta muette. Son masque lisse avait fissuré juste assez pour laisser passer une panique. Julien fit un pas vers moi. Sa voix tremblait d'une rage mal contenue. « Tu ne peux pas retirer ce qu'on a construit. C'est la maison, c'est l'entreprise, c'est papa. » Je posai la main sur le sablier et doucement, je le retournai. Le sable recommença à couler. 1 minute. 1 minute pour rappeler que le temps n'appartient pas à celui qui crie le plus fort. Ton père, dis-je, m'a appris une chose. L'honneur n'est pas un décor. C'est une responsabilité. Je pris une seconde enveloppe, plus fine. Et puisque nous parlons de responsabilité, voici ce que vous ne vouliez pas entendre. Je tendis le document au président, mais je regardais Julien. J'ai mandaté mon conseil. À partir d'aujourd'hui, je retire l'autorisation d'exploitation de mon procédé à toute structure qui l'utilise sans contrat. Et je conteste la gouvernance que tu tentes de me faire céder par des manœuvres déguisées. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Sa colère était soudain sans phrase. Un juré demanda, prudent, « Madame Beaulieu, vous affirmez que votre fils a présenté comme sien un procédé protégé à votre nom. » Je répondis avec une douceur tranchante, « Je n'affirme pas, je prouve. » Le président posa les documents, se tourna vers Julien. « Monsieur, ce que vous décrivez comme innovation d'équipe est, selon ces pièces, une propriété intellectuelle personnelle. Vous comprenez la gravité. » Julien balbutia quelque chose sur la famille, sur la tradition, sur l'intention. Des mots qui ne tenaient plus debout. Et moi, au milieu de cette salle blanche, je sentis une chose étrange. Ce n'était pas la victoire qui me réchauffait.
C'était la restitution, comme si, après des mois d'effacement, mon nom revenait à moi. Je récupérais le sablier. Je le tins un instant contre ma paume. Le verre était froid, mais en moi, quelque chose venait de se redresser. Ce jour-là, je n'avais pas seulement repris un procédé, j'avais repris mon honneur. Le retour au château se fit dans un silence lourd, presque physique. Dans la voiture, Julien conduisait trop vite, comme s'il pouvait distancer ce qui venait de se passer. Claire fixait la route sans vraiment la voir, les ongles plantés dans la paume. Moi, je regardais les vignes défiler, rang après rang, comme une procession immobile. La brume du matin avait disparu. Tout était net. Et cette netteté me faisait peur. Quand nous franchîmes le portail, j'eus l'impression de rentrer dans un lieu qui n'était plus tout à fait le mien. Les mêmes pierres, les mêmes arbres, mais une autre atmosphère. Le château n'était plus une maison, il était devenu une conséquence. Julien claqua la portière et disparut sans un mot. Je montais lentement l'escalier, comme si chaque marche posait une question. Dans le grand salon, les cartons de dossiers étaient encore là, abandonnés comme des preuves d'un coup raté. Je passai la main sur le dossier du canapé. Le tissu sentait le parfum de Claire, cette odeur chère qui cherche toujours à recouvrir la réalité. Je m'assis, et pour la première fois depuis longtemps, je ne fis rien. Je n'organisais pas, je ne réparais pas, je ne préparais pas. Dans ma poche, le sablier était lourd. Je le sortis, le posai sur la table basse. Le sable était arrêté, j'avais oublié de le retourner, et cette absence de geste me fit comprendre à quel point j'avais vécu en répétant, sans m'en rendre compte, une liturgie du contrôle. Le téléphone sonna. C'était Julien. Sa voix au début se voulait calme. « Maman, on doit parler. » Je ne répondis pas tout de suite. J'entendais derrière lui des bruits, des pas, une agitation de bureau improvisée. Il était déjà dans la survie, pas dans la réflexion. Les banques, reprit-il, commencent à poser des questions. Les partenaires, ils veulent des garanties. Tu as fait ça devant tout le monde. Tu as détruit notre crédibilité. Notre. Encore, je fermais les yeux. Tu confonds deux choses, Julien, dis-je doucement. La crédibilité et l'impunité. Sa respiration se fit courte. Tu veux qu'on perde tout? Tu veux qu'on coule? La panique, enfin, sans costume. Je la connaissais. Elle ressemble à une colère qui demande de l'aide sans l'avouer. Je ne veux rien, répondis-je. Je constate. Il se mit à parler plus vite, comme s'il pouvait m'étourdir avec des arguments. Les emplois, les salariés, le nom de son père, les impôts, les contrats, et au milieu une phrase glissée, presque malgré lui, « Si tu ne reviens pas sur ta décision, je suis fini ». Je sentis dans cette phrase, non pas un appel d'enfant, mais un calcul. Il ne disait pas « je suis perdu », il disait « je suis fini », comme on parle d'un produit périmé. Quelques minutes plus tard, il arriva. Dans le salon, il ne s'assit pas tout de suite. Il marcha de long en large, comme un fauve dans une cage trop belle. Ses mains tremblaient légèrement, mais son visage était dur, prêt à accuser encore. Puis il s'arrêta devant moi, et contre toute attente, il se mit à genoux. Le geste était spectaculaire. Trop. Il voulait une photo intérieure, une scène qui me obligerait à être la mère dans le sens le plus ancien, celle qui pardonne pour éviter la honte. « Maman, dit-il, la voix brisée au bon endroit, s'il te plaît. » Je le regardais, longtemps. Je cherchais, au fond de ce visage d'homme, le garçon qu'il avait été. Je le trouvais par flash. Un rire dans les vignes, des genoux sales, une fierté quand son père lui avait dit « bravo ». Et puis, par-dessus, il y avait maintenant une couche épaisse. L'ambition, la frustration, l'idée que le monde lui devait une revanche. « Tu ne demandes pas pardon ?» dis-je. « Tu demandes un remboursement. » Il releva la tête, blessé, comme si j'avais osé dire le vrai. Je pris le sablier. Je le tournai entre mes doigts, mais je ne le retournai pas. « Je vais te sauver, » dis-je enfin, d'une voix si calme que cela fit plus mal que la colère. « Mais pas de toi-même. Je vais te sauver en te laissant rencontrer les conséquences. » Il voulut protester, se relever, s'indigner. Je levai la main. « Écoute bien, » ajoutai-je. « Dans cette maison, aider ne veut pas dire décider à la place de l'autre. Je t'ai aidé toute ta vie. Maintenant, je vais te laisser apprendre. » Julien resta à genoux, mais son regard changea. L'émotion se retira. Il ne restait plus que le vide et une rancœur froide. Et moi, dans le salon immense, je compris que la vraie victoire ne serait pas juridique. Elle serait d'accepter la solitude, sans la confondre avec un échec.
Le matin où j'ai compris que quelque chose avait basculé, il n'y eut ni musique, ni grande phrase, seulement un soleil pâle, posé sur les vignes comme une main prudente. Le château, lui, semblait plus léger, non pas heureux, plus vrai. Julien avait quitté la propriété la veille au soir, pas dans un drame, pas dans une scène. Il était parti comme on s'échappe d'un miroir. Claire aussi, quelques jours plus tôt, après avoir pleuré juste assez pour sauver son image, puis ranger ses larmes comme un accessoire. Ils avaient emporté des valises, des dossiers, des rancunes. Ils m'avaient laissé les pièces, les couloirs, les murs. Et cette fois, l'absence ne me dévorait pas. Elle me libérait. Je descendis au chai, seule. La première fois depuis des mois que je descendais sans ressentir une menace derrière moi. Les barriques avaient ce calme des choses fidèles. Je passais la main sur le bois, comme on salue un ami ancien. Puis je traversais jusqu'à l'ancien laboratoire. La lampe s'alluma. La même lumière jaune. Les mêmes étagères. Mais il y avait une différence essentielle. Je n'étais plus clandestine dans ma propre maison. Sur la table, le sablier attendait. Je le pris, je le regardais longtemps. Le verre était limpide, presque cruel dans sa beauté. Je pensais à mon mari, à la manière dont il le retournait pour me faire rire, pour me faire respirer. Pendant des mois, j'avais répété ce geste pour tenir debout, pour contrôler, pour retarder la douleur. Je le reposais et je ne le retournais pas. Au lieu de cela, j'ouvris un carnet neuf, une page blanche. Cela faisait longtemps que je n'avais pas osé aimer une page blanche. J'écrivis simplement « École ». L'idée était née la nuit où Julien avait été à genoux dans le salon. Je m'étais surprise à ne pas ressentir de triomphe, seulement une fatigue profonde, et dessous, une question. Qu'est-ce que je fais de tout ce que je sais, maintenant que je n'ai plus à le défendre contre les miens? Je ne vendis pas le domaine. Plusieurs investisseurs appelèrent. Un groupe étranger aussi, évidemment. Le genre d'appel où l'on vous parle de valorisation avec des voix rassurantes. Je refusais. À la place, j'ouvris les portes. Pas aux curieux, pas aux mondains, aux femmes. La première à venir s'appelait Samira, une jeune mère arrivée du Maroc qui avait travaillé dans les vignes sans jamais oser entrer dans le chai. Elle avait un regard dur, mais une intelligence brûlante. Puis il y eut Inès, étudiante en œnologie, brillante et invisible dans les réunions. Puis Anna, d'Espagne, qui avait fui une vie trop serrée. Et même 2 femmes du village, 50 ans passés, qui avaient toujours pensé qu'il était trop tard pour apprendre autre chose. Je leur montrais les gestes. Je leur appris à écouter, à ne pas avoir peur des odeurs qui annoncent un défaut, ni des silences qui annoncent une vérité. Je leur parlais de chimie sans les écraser, de fermentation comme d'une histoire d'équilibre. Et je répétais souvent cette phrase, comme une règle de vie. Aider ne veut pas dire décider à la place de l'autre. Renaud vint un jour discrètement. Il regarda les jeunes femmes au travail, les carnets ouverts, les mains concentrées. Il me dit seulement « Tu as déplacé le sens de ton héritage ». Je répondis « Je l'ai enfin rendu vivant ». Un soir, après une journée longue, je sortis sur la terrasse. Les vignes étaient dorées, le ciel s'abaissait doucement. J'avais préparé un verre, rien de cérémoniel. Un vin que j'avais refait moi-même, sans sulfite ajouté, avec mon procédé, mon nom, ma patience. Je portais le verre à mes lèvres. Il avait cette profondeur tranquille qui ne cherche pas à séduire. Il disait « Je suis là. Je suis entier ». Derrière moi, dans le laboratoire, le sablier restait immobile sur la table. Le sable ne coulait pas parce que je ne l'avais pas ordonné. Et pour la première fois, je compris ce que voulait dire être libre. Laisser le temps passer sans le supplier, sans le retenir, sans le retourner comme un talisman. Je n'étais plus la femme de quelqu'un, ni la mère de quelqu'un. J'étais Madeleine Beaulieu. Et dans la lumière qui tombait sur les vignes, mon nom ne ressemblait plus à une signature au bas d'un papier. Il ressemblait à une promesse tenue. Cette histoire ne parle pas seulement d'héritage, de vin ou de trahison familiale. Elle parle d'un âge de la vie où l'on croit souvent qu'il est trop tard pour reprendre sa place. Madeleine nous rappelle une vérité inconfortable, mais essentielle. L'expérience n'est pas un poids, c'est une autorité silencieuse. Et lorsque cette autorité est niée, utilisée ou maquillée sous le mot protection, alors le conflit n'est plus générationnel, il devient moral. Le cœur du récit n'est pas la vengeance, c'est la responsabilité.
celle de ne pas se trahir soi-même sous prétexte de paix familiale, celle de comprendre que transmettre ne signifie pas disparaître. Aider ne veut pas dire se laisser effacer, et aimer ses enfants n'implique pas de les sauver de toute conséquence. Combien de femmes, après 50 ou 60 ans, se sont vues reléguées au rôle de décor? Combien ont signé, par fatigue ou par amour, des décisions qui les privaient de leur voix? Et si la vraie liberté, finalement, n'était pas de gagner contre les autres, mais de cesser de vivre à travers leurs attentes? Cette histoire pose des questions simples, mais profondes. À quel moment avez-vous senti que votre place était remise en cause? Avez-vous déjà confondu le sacrifice avec l'amour? Et qu'avez-vous fait ou pas fait à cet instant précis? Si ce récit a fait écho à votre propre parcours, si vous avez vécu une trahison silencieuse, un renoncement imposé, ou au contraire une reconquête tardive mais décisive, nous vous invitons à partager votre histoire. Envoyez-la par mail à l'adresse indiquée dans la description, parce que chaque vie porte un récit qui mérite d'être entendu. Et parfois, raconté, il devient une force pour d'autres. Funny, with nice eyes. And I'm going to get our conversation up so I can give you guys the full experience. He had 4 pictures on his profile that he had hair in, and one where he was bald. And I had a feeling that the bald one was probably the most recent one, even though it was at the bottom of his profile, because that's what bald guys like to do. They like to say, well, there was a picture of... Are you having fun back there? Sorry. Oh, did you hear that, Huff? The attention isn't on Chewie right now, so he just wanted to make it all about him. You're a brat. Can someone clip that for me, please? Oh, actually, I can do that myself. There you go. So... I liked the picture of him bald as well, to make it clear that I was fine with him being bald. And the chat was immediately really good. It was funny. You didn't ask for a reality check selfie. Well, I didn't really have time because we matched on Monday night and I went out with him last night and it was very spontaneous. We chatted a little bit. Oh, I can't see half the conversation. Basically, his profile was something funny about Bulgaria, and all of his prompts were about buying a house in Bulgaria. So I replied saying, ever been to Bulgaria? Because all 3 of his prompts were. And I replied to a picture of him and his cat, and he replied, are you talking to me or the cat? In fact, I sent a screenshot of this conversation to my sister because I thought it was some of my best work. I'm not going to lie. Bulgaria. Nice, Glenn. Glenn, have you slept yet? So I replied to the picture of him and his cat. Where the fuck is that conversation? I sent it to my sister today. No? Okay, there. Is that to me or the cat? He replied. Hi, Harrison. How are you? And he said, she has, I haven't. To which I replied, sorry, I was talking to the cat. I didn't even notice you were in the picture. My bad. And then I put, pss, 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 pss. That was aimed at you, which I thought was funny. And he replied, not at all, I'll leave you guys to it. Oh, me, unusual. And then at that point, he then revealed he doesn't live in Liverpool. He doesn't even live in the fucking north. He lives in Folkestone. Would anyone like to hazard a guess as to where fucking Folkestone is from here? It's the other end of the pissing country is where it is. Harrison, I'm talking about a date that I went on last night. What even is Folkestone? Really fucking far is where Folkestone is. Far. Let me show you. I'm not doxing this man. Realistically, I'm probably never going to see him again in my life. So, is my location on here? Okay. For context, everyone. Oh, where am I? Okay. Hang on. I fucked with this earlier by accident. No, here I am. Hi. I have slept yet. I haven't eaten in forever. Okay. Chicken curry. Yum. Okay. Here I am. Hi. I live up here. In case anyone's wondering, in this part of the world. He lives here. This is where he lives, in Folkestone. Literally could not be more opposite of the country to me. Bear in mind, it takes me about 3 hours to get to London. You don't have location, don't you? I always check, Harrison. I don't have it on in this browser for that reason. He lives down here. That is really far. Really, really far. So I was like, well, what the fuck? Like, you've just come here to break my heart, essentially, is what you've done. Because the chat was immediately really good. And it's so
so rare on a dating app where I can find a man who can match my chat. Bro's casting a wide net. Turns out he was in Liverpool for 2 nights, but you have to manually update your location on Hinge. Can I just say, like, he has gone onto Hinge and updated his location as being in Liverpool, which is really annoying because he was only here for 2 nights. And that was his last night on Monday, was his last night in Liverpool, which is so annoying. He did apologize profusely, and he was like, if you never want to talk to me ever again, I do understand, which, you know, would be understandable given that he, you know, doesn't live here. Anyway, so regardless, I was like, you know what? So Folkestone to London is about 40 minutes. I was like, you know what? Maybe we can go for a pint next time in London. I'm always in fucking London. Maybe. Hi, Digitally Destroyed in a non-creepy way. Thank you. That's really kind. Hi, Frodo, make him move. I could also... He was like, oh, I do really like Liverpool. And I was like, you're not moving to Liverpool. And I was like, you know what? I'll talk... I was like having a bit of a lonely, bad mental health evening, and he was replying to his messages. So I was like, you know what? We'll have a chat, whatever. You like my dodo? Oh my God, is that what that is?